Deuxième partie de notre émission consacrée à la discorde entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro Salif Koné. Vous étiez en train de nous expliquer avant la pause la portée du séjour au Niger de Guillaume Soro. Quelle portée ça peut avoir selon vous? Alors, pour moi, mon analyse, le fait qu'un pays membre de l'Union de la CEDEAO, sachant très bien les déboires que M. Guillaume a avec la justice de son pays, dans un premier temps, et le régime en place, et en exil depuis plus de 5 ans, d'accord, accepte de recevoir le président Guillaume Soro de façon officielle sur le territoire du Niger. Puis, aujourd'hui, on entend que M. Guillaume Soro navigue dans la zone des 3 frontières, entre le Mali, le Burkina, montre aujourd'hui que M. Guillaume Soro a, à l'intérieur de cette zone-là, des ramifications à haut niveau qui sont capables d'être des rampes de lancement pour déstabiliser le régime en place. Et personnellement, accueillir M. Soro Guillaume au Niger sur le territoire est comme déclarer aussi une guerre contre la Côte d'Ivoire. Qui déclare la guerre à la Côte d'Ivoire? La junte militaire au Niger, le fait de recevoir Soro Guillaume. Est-ce que c'est quelque chose, c'est répondre, d'accord, aux déclarations qui ont été faites par le président de la République quant au renversement de M. Bazoum, où le président Ouattara a demandé, était prêt à envoyer des soldats pour aller combattre au Niger. Est-ce que le Niger n'est pas en train, en accueillant Guillaume Soro, essayer de rendre la monnaie de la pièce au gouvernement ivoirien en leur faisant accepter que M. Guillaume Soro puisse de façon officielle demeurer sur le territoire et lui garantir la fin de son exil et une sécurité sur le territoire africain? Que répondez-vous à l'analyse de ce Salif Koné? Oui, mais en fait, ce que je dois dire, moi, c'est que le président Ouattara est en train, à la vérité, de payer les conséquences de son positionnement lié notamment aux différents coups d'État qu'il y a eu, aussi bien au Mali d'abord, ensuite au Burkina et enfin au Niger. Puisque, comme nous le savons, le président Ouattara était vraiment la tête de proue de la CEDEAO concernant les mesures économiques à prendre et même pour le Niger, l'intervention militaire. Donc, à partir de ces moments-là, le président Ouattara apparaît comme étant, en fait, le régime Ouattara apparaît comme un régime hostile à ces 3 régimes dits des juntes militaires. Donc, ces régimes-là, donc les régimes de transition, considèrent que c'est de bonne guerre de pouvoir rendre la monnaie de la pièce au régime Ouattara en soutenant éventuellement le président Guillaume Soro dans sa démarche de retour en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense qu'on n'en est qu'au début de ces conséquences-là. Parce que pour l'instant, c'est un signal. C'est un signal qu'on envoie au président Ouattara. Il y a un message politique. Voilà un message politique qu'on lui envoie en lui disant, bon, voilà, nous sommes prêts à te rendre la pièce de ta monnaie, en allant même plus loin si on le voulait. Donc, le président Ouattara, s'il est bien conseillé, il doit, à mon avis, entrer dans un processus d'apaisement avec ces régimes-là, c'est-à-dire mener des démarches diplomatiques un peu pour pouvoir adoucir ce qui est à adoucir et compte tenu du passé récent, notamment au positionnement de la Côte d'Ivoire par rapport à ces régimes. Il faut dire que pour le Mali, il y avait déjà des accords qui avaient été trouvés avec le régime malien, notamment concernant les militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés. Oui. Donc il y a eu des accords, et puis aussi il y avait des exigences du régime malien par rapport aux opposants qui étaient à Abidjan, aux opposants maliens qui étaient à Abidjan. Donc il y a déjà un dialogue entre le régime de Ouattara et le régime malien. Je pense même que c'est peut-être pour ça que Guillaume Soro n'est pas
apparu au Mali. Hein, mais il avait envoyé son conseiller, oui, Franklin Nyamzi. Oui, à l'époque où il n'y avait pas encore accord sur les militaires. C'était à l'époque. Mais je pense que le président Ouattara serait bien conseillé de pouvoir entamer le plus vite possible des mesures diplomatiques pour apaiser la tension qui peut exister entre la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina et le Mali. Pour qu'on comprenne bien, quelle est la nature de la menace au fond vis-à-vis du président, enfin du régime ivoirien? Concrètement, le régime ivoirien craindrait quoi? Oui, mais alors, ce qu'il faut craindre, c'est que, comme je le dis souvent, c'est-à-dire que dans le jeu politique, dans le jeu politique, la question est bien ciblée. Parce que dans le jeu politique, aussi longtemps que l'espace politique, un espace politique existe, dans lequel chaque acteur politique peut intervenir, il n'y a pas beaucoup de risques, puisque l'espace politique est organisé par des règles. On sait que si vous voulez être chef d'État ou président, il faut candidater, il faut participer aux élections, etc. Mais à partir du moment où l'espace politique, au sein de l'espace politique, il y a une restriction, c'est-à-dire qu'il y a certains acteurs politiques qui n'ont pas accès au jeu politique comme il s'y doit, le risque, c'est que ces acteurs qui se sont exclus du jeu politique puissent vouloir revenir dans le jeu politique par d'autres moyens. Donc le risque pour la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est-à-dire c'est de pousser Guillaume Soro à vouloir revenir dans le jeu politique par des moyens autres que les élections présidentielles, que les élections démocratiques. Dont il a été exclu. Dont il a été exclu. Donc moi, le risque que je vois, c'est ça. Ouais. À ce tour, très concrètement, et pour dire en peu de mots ce que dit Maître Brice Nzamba, qui est analyste politique, les trois pays pourraient se coaliser, Mali, Burkina Faso et Niger, les trois pays-là pourraient, sur demande de Guillaume Soro, se coaliser militairement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, le régime ivoirien. Pas la Côte d'Ivoire, mais le régime ivoirien. Un État a des amis, un État a des ennemis. Ce n'est pas nouveau. Que le Niger, le Burkina et le Mali soient dirigés par des régimes qui n'approuvent pas le président Ouattara, c'est une possibilité, c'est une réalité, mais pour moi, ça ne justifie pas que M. Guillaume Soro, si on veut respecter son parcours politique et la posture qu'il revendique, ça ne justifie pas que Guillaume Soro puisse envisager de s'appuyer sur ces trois pays pour apporter en Côte d'Ivoire la déstabilisation. Vous voyez, moi, je préfère prendre la décision de ces trois pays-là d'accueillir, ces deux pays, le Niger et le Burkina, d'accueillir Guillaume Soro. Je préfère prendre cette information sous l'angle humanitaire. Parce que pour moi, ces deux États ont le droit d'accueillir une personnalité politique qui se dit traquée, pourchassée, ne serait-ce qu'en tant que personne en exil. Donc, au plan humanitaire, ça s'explique. Ce qui m'a par contre gêné, Richard, c'est la phrase que Guillaume Soro, sur laquelle a insisté Guillaume Soro durant ces deux audiences au Niger et au Burkina, en disant que des régimes prétendument démocratiquement élus ont refusé de me recevoir, là où des régimes militaires me reçoivent. Là encore, Richard, je suis déçu de constater que Guillaume Soro, 15 années de statut de dirigeant politique de haut niveau, n'a pas encore intégré que les gouvernements civils démocratiquement élus n'ont pas la même démarche que les gouvernements militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. C'est dommage. Alors, revenons très rapidement sur les démêlés de l'homme avec la justice. Nous avions posé la question dans la première partie de notre émission si il a des chances de retourner libre en Côte d'Ivoire, puisqu'il dit qu'il est fatigué de vivre loin de son pays. Il a vocation à retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes en avril 2020. Le tribunal correctionnel d'Abidjan le condamne à 20 ans de prison et à une amende de 4,5 milliards de francs CFA. 6,8 millions d'euros à peu près, et le déchoix de ses droits civiques, ce qui fait qu'il ne peut plus aller aux élections. Ce n'est pas fini. Juin 2021, la Cour d'assises d'Abidjan le condamne à perpétuité pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais comment rentre-t-on dans un pays quand on a tout ça au dos? Non. Mais avant vous, très rapidement... Alors, pour moi, je pense que les démêlés du président Soro Guillaume sont des démêlés politiques. Pour l'ensemble des Ivoiriens qui vivent sur cet espace, on fait la différence entre Soro Guillaume, l'homme, le militant, le fougueux, et
s'est démêlé avec le parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que pour l'ensemble des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire reste pour l'instant calme parce que nous savons que c'est des démêlés politiques. Parce que dans le passé, on a eu déjà des hommes politiques qui avaient déjà été condamnés à des peines assez lourdes, et avec la collaboration de certains intervenants, on a réussi à... Vous voulez dire qu'il a bénéficié d'un procès politique? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro, en guillemets, est pourchassé par le régime parce que, comme il a dit, il y a un deal. Mais ce deal, personne ne peut aujourd'hui. Donc on a toujours cette bande noire qui reste à l'ensemble des analyses que nous sommes sur ce plateau-là pour pouvoir avoir les éléments matériels, pour pouvoir justifier ou envoyer la preuve factuelle de ce qui Soro Guillaume dit. Donc l'engagement qui est pris par lui au profit de M. Ouattara, c'est entre les deux hommes. Et pour l'instant, le président Ouattara, de par sa posture, n'a pas communiqué sur les griefs que M. Soro Guillaume aujourd'hui dénonce sur les plateaux télé. Et moi, personnellement, je pense que Guillaume Soro n'est pas vomi ou rejeté par le régime en place. Je pense pour ma part que... Vous pensez qu'il peut aller en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est la posture. C'est la posture. Vous voyez, l'agressivité qu'il a eu pour dire que c'est un régime immaculé. Vous voyez, c'est des propos qui sont incendiaires. Qui disent que c'est un régime aux ordres. Qui disent que le président va s'asseoir, on va lui donner un tabouret pour lui donner un conseil. Qui dit que moi je quitte le tabouret pour m'asseoir. C'est des propos qui sont assez violents, qui sont assez agressifs. Et je pense que c'est l'erreur de la jeunesse qui fait que aujourd'hui Soro Guillaume est pris dans ce tourbillon-là médiatique, et non parce que lui-même il représente pour le régime Ouattara. Je vois que Richard est beaucoup sceptique sur la possibilité d'un retour pacifique de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Je te comprends, Richard. Ah, moi, je n'ai pas d'avis sur... Ton inquiétude est d'autant plus légitime qu'il n'est pas encore observé dans la posture de Guillaume Soro une disposition à pouvoir aller à la négociation, au compromis politique avec le pouvoir en place. Parce que n'oublions pas, il y a des faits quand même, il y a des faits matériels qui fondent la justice ivoirienne à poursuivre Soro et à le condamner. Je ne dis pas que la condamnation est forcément judiciairement ou juridiquement fondée, mais je dis... Pour vous, il y a des faits qui justifient... Il y a des écoutes téléphoniques dans lesquelles on peut entendre ce qui serait, et je parle conditionnel parce que je considère que M. Guillaume Soro, il a toujours la présomption d'innocence, ce qui serait... Ah non, il est déjà condamné. Oui, mais il a des recours. Ah oui, possible. Bon, recours. Ce qui serait sa voix en train de planifier une déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec des personnes. Il revenait à lui, certes, il revenait à la justice ou à l'État de Côte d'Ivoire de prouver sa culpabilité, mais il a aussi le droit de pouvoir venir prouver son innocence. Donc je n'accepte pas sur ce plateau qu'on dise que Guillaume Soro est encore en exil parce qu'il a des ambitions. Ce n'est pas vrai. Et quand on est en exil, homme politique, il y a des solutions. Et ici, si je parle comme ça, les citoyens vont un peu m'en vouloir parce que Guillaume Soro a la chance d'être un condamné politique. Dans ce statut, il a la possibilité de pouvoir avoir des compromis avec le pouvoir pour organiser, négocier son retour en Côte d'Ivoire. Mais c'est un aspect important que vous abordez là et que nous approfondirons dans la troisième partie de notre émission. Mais avant, Brice Nzamba, vous êtes un homme de droit. Soro Guillaume dit dans l'extrait que nous avons écouté dans la première partie de notre émission, il ne dit jamais le président Ouattara, hein. Il dit toujours Ouattara, il ne l'appelle jamais président, mais ça, bon, c'est une remarque. Ouattara m'a fait condamner 2 fois par une justice aux ordres. Le monsieur qui parle a été Premier ministre pendant 5 ans et président de l'Assemblée nationale pendant 7 ans. Institution qui vote les lois en Côte d'Ivoire. Et il dit, le président l'a fait condamner par une justice aux ordres. La première conséquence de ça, c'est que les hautes autorités de Côte d'Ivoire dictent aux juges leurs décisions de justice déjà. Oui. Alors, je pense que pour comprendre ce qu'il a dit... C'est pour dire qu'il est victime d'un procès politique. Oui, parce que pour comprendre ce qu'il a dit, il faut d'abord comprendre d'où il parle, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été dans les arcanes du pouvoir, qui sait comment l'État ivoirien fonctionne, en tout cas sous le régime Ouattara. Et donc, il ne peut pas dire que les condamnations
prononcées à son encontre ont été prononcées par des juges complètement impartiaux et libres. S'il le dit, ça veut dire qu'il doit se soumettre à la justice de son pays. Donc il va se condamner lui-même. Donc c'est de bonne guerre, c'est tout à fait compréhensible que d'où il parle, qu'il puisse dire que la justice est aux ordres. Voilà, parce que la seule manière pour lui de se défausser et de ne pas reconnaître de légitimité à ses condamnations, c'est précisément de dire que ces juges-là étaient aux ordres. Voilà, maintenant, moi, là où je trouve que son argument explique ou exige qu'on puisse approfondir tout de même ce qu'il a dit, c'est que quand vous êtes dans un état de droit, ça veut dire que vous respectez les procédures légales. À partir du moment où l'État de la Côte d'Ivoire considère que sa justice est une justice qui est impartiale et indépendante, et que donc M. Guillaume Soro fait un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme, qui est un recours qui est reconnu à M. Guillaume Soro par la loi, oui. Quand la Cour rend une décision, un État de droit, il fait quoi? Il exécute la décision. Mais l'État de la Côte d'Ivoire n'a pas exécuté la décision de la Cour africaine. C'est à partir de quelle date voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Oui. C'est à partir de quelle date Guillaume Soro a commencé à penser que la justice ivoirienne est aux ordres? Depuis qu'il est poursuivi par la justice mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce qu'il dit est plausible ou pas? C'est ça la question. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un État qui s'est dit de droit et qui n'exécute pas une décision qui est rendue par une juridiction sous-régionale, pour laquelle il a signé une convention pour reconnaître la compétence de cette juridiction. Mais n'importe quelle personne qui réfléchit, qui raisonne, comprend que cet État est un État qui n'est pas un État de droit. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conséquence de cette décision, c'est que l'État ivoirien a décidé de ne plus reconnaître la compétence de cette juridiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en face de nous un État qui ne reconnaît de compétences que quand la décision va dans son sens. Non, mais un État ne fonctionne pas comme ça. Avec vous, parce que dans ça, on peut faire, on a des exemples comme ça. Je prends la Cour pénale internationale où les Américains, dans la guerre, les Américains ont refusé. Non, mais les Américains, menacer des juges concernant ça. Non, les Américains n'ont jamais signé le statut de Rome. Donc ils ont le droit. Mais la Côte d'Ivoire a signé la convention qui reconnaît la Cour africaine. Aujourd'hui, on se rend compte que on a des puissances. Aujourd'hui, quand ça les arrange, ils lisent la loi. Quand ça les arrange pas, ils manipulent la loi. Il ne faut pas raisonner comme ça, monsieur. Je ne dis pas que je raisonne ça. Mais les États, je dis simplement, quand un État signe une convention, il doit le respecter. Sinon, c'est un État voyou. Non, je suis d'accord. Sinon, c'est un État voyou. Moi, je ne peux pas accepter de dire que la Côte d'Ivoire ou la justice ivoirienne est un État voyou. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire sur ce plateau, je dis, nous sommes sur un volet politique. Que M. Soro Guillaume justifie, parodie ou dit qu'on a une justice immaculée rattachée au pouvoir, mais moi je ramène Soro Guillaume aussi pour dire que quand il était aux affaires, la justice a bien condamné des gens. A bien condamné des actions. Est-ce que ceux qui ont été condamnés... La question n'est pas là. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce que la décision prise, les décisions prises à l'encontre de M. Guillaume Soro sont-elles des décisions prises par un juge impartial? Non, la question qui est là, c'est que vous êtes dans une posture, parce que vous êtes un homme de droit, donc je comprends très bien votre posture. Même au-delà de ça. Moi, je vous dirais que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire, et que depuis la crise post-électorale jusqu'à ce que M. Guillaume Soro quitte la Côte d'Ivoire, il y a eu une justice qui s'est prononcée. À charge ou à décharge, contre des opposants qui avaient des propos aussi peut-être incendiés ou un truc qui ont été condamnés à des années plus loin. On n'a pas entendu... Oui, mais l'État de Côte d'Ivoire, M. Koné, n'est pas exemplaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez une convention internationale, il parle de la Cour en tant qu'État, vous devez respecter cette convention. Mais le président Gbagbo qui est dans le même cas, le président Gbagbo qui est dans le même cas, oui, mais c'est pas... Je n'ai jamais entendu le président Gbagbo tenir des propos aussi incendiaires que ça. Mais dans quel cas est le président Gbagbo? Je réponds à votre question. Ça ne dit pas qu'il n'est pas condamné. Moi, je réponds à votre question. Oui, mais dans un État de droit, on ne peut pas laisser une personne qui est condamnée à une peine de prison ferme sur le territoire sans être interpellée, sans qu'il y ait une grâce. Dans un État qui fonctionne normalement, quand des personnes ont été condamnées, on prend une mesure de grâce à l'encontre, au bénéfice de ces personnes-là, et les personnes peuvent rentrer, circuler dans le territoire librement. Mais vous ne pouvez pas, une personne qui est condamnée
et qui doit donc exécuter sa peine et sur le territoire circule, ce n'est pas un état de droit, monsieur. Maître, je voulais répondre à votre question. La Côte d'Ivoire est bel et bien un état de droit. La Côte d'Ivoire, face à la Cour africaine des droits de l'homme, est un sujet de droit qui a elle aussi droit à des recours et à des contestations. Oui, La Côte d'Ivoire mais les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme sont sans recours. Hein. Attends, oui. Sont sans appel. Hein. Oui, mais... Et elles sont exécutoires normalement. Non, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je veux dire que la Côte d'Ivoire, comme on en voit ici en Europe, dans la Convention européenne, la France est condamnée à plusieurs. Mais a du mal à appliquer. La France n'a jamais remis en question la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un choix. Oui, mais il faut être conséquent. Soit vous êtes un État civilisé ou vous êtes un État voyou. Non, mais nous, on n'est pas d'accord. La France n'est pas un modèle de démocratie. Excusez-moi de dire. Comment ? La France, pour moi, n'est pas une référence des démocraties. Ce n'est pas moi qui vais dire. Parce qu'on voit des choses qui sont aberrantes ici. Vous n'allez pas comparer la France à la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas dit. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Africains. Oui, mais vous n'allez pas comparer la France. Vous n'allez pas comparer la France à la Côte d'Ivoire. En France, les ministres sont, là encore récemment, il y a un ministre qui a comparu devant la Cour de justice de la République. Voilà, c'est un modèle de démocratie. Pour moi, il devait démissionner, il ne doit même pas arriver là. Moi, je suis avocat en France, j'exerce le droit ici, je peux dire que la France, c'est un état de droit. Oui. Et la Côte d'Ivoire a encore un long chemin à faire, mais ce n'est pas impossible. Je pense que la Côte d'Ivoire a encore un long chemin à faire pour être un état de droit comme il se doit. Respecter les conventions qu'il signe, c'est déjà bien. Je pense que le point central d'achoppement entre vous, c'est le non-respect par l'État de Côte d'Ivoire, de la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme, qui ordonne qu'on rétablisse Soro Guillaume dans ses droits civiques. Mais je me propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.